Chers abonnés, chères spectatrices, chers spectateurs, bonsoir. Oh, je recommence, c'est pas... On n'est pas... Vous n'êtes pas chaud, hein? Je recommence un peu mieux, hein? Chers abonnés, chères spectatrices, chers spectateurs, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver ici ce soir, si nombreux. Merci d'être là, de répondre présent, d'être ce public fidèle, généreux, curieux, sans qui rien ne serait possible. C'est toujours un moment un peu particulier, un peu magique, de vous dévoiler la nouvelle saison qu'on a créée avec passion, avec enthousiasme, et on a vraiment hâte de vous présenter tout ça ce soir. Car une saison, c'est bien plus qu'un programme. C'est une promesse de vous surprendre, de vous émouvoir, de vous faire rire, et parfois même de vous bousculer un peu. Mais avant de vous dévoiler cette saison pleine de promesses, j'aimerais vous présenter 5 personnages hauts en couleur, qui sont responsables des milliers d'émotions que vous vivez chaque saison dans ce théâtre. Je vous demande d'accueillir fort, bien fort, le comité de programmation. Maïté est passionnée, engagée. Maïté est passionnée, engagée, elle programme avec le cœur, un cœur qui bat fort au rythme de ses émotions et au rythme des larmes qui coulent, torrent. Parce que Maïté a une particularité, elle ne programme pas, si elle ne pleure pas, préparez-vous. Je vous demande d'accueillir Mélanie. Mélanie fredonne tous les refrains que vous entendez à la radio. Elle écume tous les réseaux sociaux pour trouver les meilleurs humoristes. Elle rit tout le temps, même quand elle râle. Sous son armure discrète, elle cache un cœur qui aime chanter et s'émerveiller. Mais attention, Mélanie, elle pleure pas. Elle garde ça pour la pluie. Je vous demande ensuite d'accueillir Cathy. Cathy est bibliothécaire et elle en a vraiment marre qu'on lui tende toujours un livre. Parce qu'elle n'est pas que bibliothécaire. Ce qu'elle aime, c'est quand l'émotion est au service de l'intelligence et l'intelligence au service de l'émotion. En gros, quand ça bouscule un peu. Son autre spécialité, ce sont les comédies musicales. Elle en a vu 6 cette année. Aucune ne lui échappe et elle en a sélectionné 2 pour vous. Vous pouvez lui faire confiance, elle va vous faire chanter. Je vous demande d'accueillir Christophe tout en haut. Christophe est musicien et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le trombone. Demandez à ses collègues du conservatoire, trop de trombone, beaucoup trop de trombone tout le temps, ça nous casse les oreilles. Mais il est aussi passionné de danse, passion qu'il partage avec sa femme, professeure de danse. Vous voyez, il a un petit avantage pour programmer, il a un petit espion. Christophe est un esprit curieux et toujours en mouvement à l'image des spectacles qu'il programme. Et la dernière personne qu'on accueille, c'est Emmanuel. Emmanuel est musicienne, flûtiste et grande amatrice de bal folk. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la musique classique. Curieuse et éclectique, elle passe avec bonheur d'un univers à l'autre. Elle adore rire et déniche toujours les petites pépites côté comédie. Vous allez voir, elle vous en a préparé une bonne cette année. Bref, un œil affûté et un goût sûr au service d'une programmation pleine de surprises, les coupables de vos émotions, messieurs, dames. Et maintenant, le moment que vous attendez tant, la programmation de la nouvelle saison.
Et bien sûr, il manque la présentation d'une personne. Emeline aime danser, chanter et faire le clown. Mais est plus sérieuse quand il s'agit de gérer nos budgets. De saut de biche en facturation, elle sait tout faire. Et toujours dans la bonne humeur. Comme à notre habitude, maintenant, nous allons commencer notre saison le samedi 27 septembre avec la fameuse rentrée culturelle. Toute la journée, dès 10h, plusieurs animations. Bon nombre d'entre vous, je pense, maintenant sont habitués. Donc des spectacles de cirque, de théâtre, la braderie des médiathèques, food truck, brasseurs, tout ce qu'il faut pour passer toute la journée avec nous. Et bien sûr, notre premier lever de rideau, cette année, Une famille en or. Il s'agit d'une comédie qui raconte l'histoire d'une famille qui hérite de leur grande-tante. Mais pour pouvoir toucher l'héritage, ils doivent se retrouver ensemble chez le notaire. Mais ils se sont fâchés avec leur fille qui est partie à l'autre bout du monde. Ils doivent donc la retrouver. Il s'agit d'une comédie d'héritage et de famille. Ensuite, nous allons continuer avec notre deuxième rendez-vous attendu chaque année. Il s'agit de l'opéra en direct. Je laisse donc la parole à Emmanuel. Oui, pour ce partenariat avec l'Opéra de Rouen que nous avons déjà depuis quelques années et qui commence avec le fameux opéra en direct retransmis au CCGG. Traviata, un opéra qu'on ne présente plus, un opéra de Verdi en 3 actes, créé le 6 mars 1853 à la Fenice de Venise. On le connaît, tout le monde le connaît, mais on peut quand même faire un petit rappel ou deux. Le livret qui a été écrit et composé d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas, La Dame aux camélias, et le mot Traviata qui en italien signifie la dévoyée, celle qui s'était égarée. On ne va pas se mentir, on part plutôt sur du drame qui se déroule dans la société parisienne du XIXe siècle. Comment une femme comme Violetta peut-elle espérer un bonheur durable ? Elle a cru un instant à l'amour véritable, mais son destin tragique lui rappellera cruellement l'ordre patriarcal établi. On ne vante plus les qualités artistiques exceptionnelles de l'orchestre et de la direction musicale de l'Opéra de Rouen. Elles ont été appréciées de nombreuses fois dans ce théâtre. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'opéra retransmis en direct, on peut le dire, on s'y sent presque en vrai. Alors n'hésitez pas, parce qu'en plus c'est gratuit. Et donc le 4 octobre au CCGG. Ensuite, là, on est dans les pépites, là. On a tenu bon, on a voulu avoir ce spectacle absolument, le Docteur Miracle de Georges Bizet. C'est un mini-opéra qui est programmé depuis l'année dernière. Et en fait, on n'a pas réussi à l'avoir l'année dernière. Et avec Christophe, on a tenu bon, on le voulait. Et cette année, bingo, on l'a. Donc, un mini-opéra inspiré des farces molièresques dans lesquelles le médecin occupe la place centrale, comme dans Le médecin malgré lui, par exemple. Nous découvrons dans cette œuvre aussi la figure du charlatan dans une scénographie influencée par le théâtre de rue. Les personnages incarnent les archétypes tels que le bourgeois et sa fille, le militaire, le médecin, le domestique. Il y a une intrigue amoureuse, il y a de la farce, il y a du déguisement. Tous ces ingrédients qui font de cet opéra de poche un petit bijou. La musique pleine de charme et de surprises, comme par exemple... Quand je dis des surprises, il y en a. Il y a un fameux quatuor de l'Omelette que je vous laisserai découvrir à ce moment-là. En tout cas, ça nous montre que 150 ans après sa mort, Bizet continue de nous étonner. Donc il faut découvrir absolument. Je me promets d'être bref et de limiter à une introduction la raison de cette intrusion. Dieu sait si je me soucie d'imiter les mots-parleurs qui, pour la plupart, se mettent en scène pour ne rien dire.
rendez-vous... Oui, applaudissez, vous pouvez applaudir l'Opéra de Rouen, allez-y. Opéra qu'on adore accueillir chaque année et ils se sont vraiment battus et on est très contents de les accueillir. Ne manquez pas la date du 1er février pour le Docteur Miracle. Nous passons maintenant à la catégorie théâtre. Qui ne connaît pas l'histoire de Wendy et Peter Pan? Alors attention, ici, on ne parle pas du film de Disney, celle-là tout le monde la connaît, on parle vraiment de l'histoire de Wendy et Peter Pan. Et pour cela, je laisse la parole à Maïté. En effet, sur cette adaptation, on revient à la source et au roman original de James Matthew Barrie. Pour nous en parler, nous avons le plaisir, l'honneur presque je dirais, d'accueillir Jean-Christophe Imbert, le metteur en scène, et le compositeur des musiques du spectacle Enfants du pays, certains le connaissent déjà, Clément Mirguet. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Alors du coup, je démarre direct. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter cette œuvre originale ? Je suis retourné sur le texte anglais de base qui est sorti en 1904 et quand j'ai relu le texte anglais, j'ai été surpris de la différence qu'il y avait avec l'a priori qu'on pouvait avoir sur l'œuvre de Peter Pan et qui a été notamment édulcorée par Walt Disney. J'ai deux exemples qui sont marquants. Par exemple, le terme Tinkerbell, qu'on traduit en français par la fée Clochette. En fait, Tinkerbell, ça veut dire la cloche du rétameur. Le rétameur, c'est le gitan qui vient réparer les mailles des casseroles et des bouilloires dans la rue et qui gueule dans la rue. Et dans le roman, Tinkerbell, elle picole, elle tue Wendy et elle veut coucher avec Peter Pan et son seul texte c'est You Silly Ass qu'on peut traduire par tête de cul. Voilà. Donc et l'autre terme qui effectivement pose problème c'est Neverland par exemple qui est traduit par le pays de l'imaginaire. Le Neverland ça veut pas dire le pays de l'imaginaire. Le Neverland c'est le pays où il faut jamais atteindre et dont on part jamais. Et d'ailleurs, Wendy y va après une crise familiale et elle y part en prenant une poudre magique. Donc effectivement, les éléments sont beaucoup plus noirs et profonds que ce qu'on pourrait penser. Et une fois ceci dit, après, c'est une œuvre qui est quand même très très vivante et moi j'ai trouvé qu'il y avait la matière pour faire un spectacle puissant parce que c'est une vraie aventure comme les enfants aiment jouer. Et alors qui est pas joué par des enfants, c'est pas un spectacle, c'est un spectacle sur l'enfance, mais c'est pas un spectacle enfantin. Et surtout, c'est un spectacle très émouvant parce que je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. On a tous un rapport à notre enfance, à qu'est-ce qu'on a perdu de notre enfance, qu'est-ce qu'on a gardé de notre enfance. Et c'était un des vrais enjeux de cette adaptation. Et alors, comment s'est faite votre collaboration ? Alors, on s'est rencontrés sur un spectacle avant. Donc, on avait déjà travaillé ensemble. Jean-Christophe, on s'était rencontrés sur Fracasse, de Théophile Gautier, qu'on a tourné pas mal il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, j'ai la chance que les metteurs en scène me rappellent, moi en général, quand je travaille avec eux. Et Jean-Christophe m'a rappelé, m'a proposé Wendy, Peter Pan. Et quand il m'a dit qu'il ne voulait pas faire le Walt Disney, donc le côté plutôt féerique, tout ça, ça m'allait bien, parce que moi, mon fond de commerce, c'est un peu plus le côté un peu plus dark de la chose. Et donc ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a intéressé de découvrir aussi l'histoire de base de Peter Pan que je ne connaissais pas. Voilà, et après la collaboration s'est faite comme toujours, c'est-à-dire en discutant, en parlant et en travaillant. Si je peux rajouter quelque chose qui est très agréable de travailler avec un compositeur musical encore plus talentueux comme Clément, c'est que vraiment il arrive à porter avec la musique l'épique qu'il a besoin pour raconter une histoire comme ça, parce que c'est quand même une aventure. Je tiens à ce que le titre ça soit vraiment Wendy et Peter Pan, parce que la vraie héroïne du spectacle c'est Wendy, c'est elle qui vit un traumatisme familial, c'est elle qui part au Neverland, c'est elle qui en revient, c'est elle qui mène l'aventure. Peter Pan est un peu un personnage qui est là, qui est pas là, qui est un peu un déclencheur, mais la vraie héroïne c'est elle. Et pour
apporter l'épique de cette aventure. La musique de Clément est vraiment décisive et il a écrit vraiment une partition qui est magnifique pour le spectacle. Merci. Et alors, bon, je pense que ma question va être finalement un petit peu redondante, mais on va voir. Comment est-ce que tu as appréhendé, plus précisément, la création musicale et comment vous vous êtes accordés pour arriver à ce résultat magnifique? Moi, j'appréhende toujours de la même façon la musique au théâtre, parce que ça fait 20 ans que je le fais, et qu'on a une matière commune qui s'appelle le texte. Et après, il y a un metteur en scène qui s'en empare et qui me demande à moi de traduire non seulement les enjeux du texte et les enjeux de la mise en scène. Donc moi, mon travail, il est pas plus compliqué que ça. Là, il y a une musique qui est pas omniprésente, mais il y en a quand même beaucoup. Et ce qui était important, c'était de ne pas tomber dans la musique justement de Walt Disney, des choses qui ont déjà été faites. Et là, l'axe que Jean-Christophe m'a donné, c'était plutôt de partir de l'héroïne, c'est pas Peter Pan, c'est Wendy, qui va vivre un cauchemar. Et en fait, c'est la vision de Wendy. Voilà. Et donc moi, je me suis basé sur comment on raconte ça. Et après, comment on raconte ça, on met de l'épique. Et puis après, il y a plein de choses intéressantes à dire dans Peter Pan. Il y a des Indiens, il y a des crochets, il y a plein de trucs à faire. Et voilà, j'ai essayé de faire l'inverse de ce que j'écoute avec mes filles à la maison sur le fameux vinyle de Peter Pan depuis des années. Et en fait, c'était assez facile de faire l'inverse. Voilà. Moi, j'ai adoré bosser là-dessus. C'était très intéressant. Je rebondis sur Crochet. C'est aussi un régional de l'étape. Alors, je ne sais pas si un Rouennais, est-ce que c'est un régional de l'étape ou pas? Oui. Donc, c'est l'immense Bruno Bayeux qui fait un incroyable Capitaine Crochet. Il faut venir voir ça. C'est peut-être un acteur que vous avez vu dans les spectacles de Thomas Joly. Vous avez la chance ici d'avoir un acteur formidable qui habite à Rouen. Et il est dans le spectacle et il fait Capitaine Crochet. Et vraiment, c'est une partition magnifique qu'il fait, parce que c'était un personnage shakespearien qui peut être très sombre et très fragile et d'un coup très enfantin. Et il fait quelque chose de très très beau avec ce personnage. Je confirme. Je confirme pour l'avoir vu, avec une scénographie aussi qui est vraiment incroyable. Donc surtout, n'hésitez pas. En tout cas, merci énormément à vous deux d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir accueillis. Voilà, encore un grand merci à Jean-Christophe et Clément pour cette présentation de Wendy et Peter Pan. Ne ratez pas le 3 octobre au théâtre Yolande Moreau. Pour la suite, je laisse la parole à Mélanie. La compagnie Les Incomestibles nous a proposé leur parcours autour de la vie de Molière, 3 épisodes pouvant être vus indépendamment les uns des autres. Ce parcours aura lieu dans 3 lieux différents au sein de l'espace Philippe-Auguste. Le premier, Molière la vocation, aura lieu au Jardin des Arts pendant la rentrée culturelle. Il retracera la vie de Molière dans le Sud avant son arrivée à Paris, les prémices de sa compagnie, et celui-ci sera gratuit. Le second, Molière le combat, sera en salle Viking avec une scène bifrontale. Il racontera l'arrivée de Molière à Paris et son combat pour faire sa place dans le monde du théâtre. Et pour finir, le 3e épisode, Molière l'autopsie, se déroulera ici au théâtre Yolande Moreau et racontera son avènement et la fin de sa vie. Après ces 3 épisodes consacrés à la vie de Molière, où se mêlent comédie et portraits haut en couleur, place à une autre forme de théâtre. Avec Rentrée 42, les personnalités sont tout aussi marquées et parviennent dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale à faire surgir, avec justesse, des instants d'humour, aussi inattendus que salvateurs, un texte fort où chaque mot, chaque silence raconte une résistance, une peur ou un espoir. Je vous laisse découvrir le teaser. Ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier et à chaque rentrée, c'est comme la première. J'ai le trac. Nous avons beaucoup d'étrangers. Grimbert, Zulowski, Cohen. C'est quand même un point mort dans une classe. Eh bien, mesdames. Alors, ils en sont à combien? 14 élèves, madame la directrice. Non mais c'est incroyable, c'est insensé.
Nous sommes en guerre, madame la directrice, tout est possible. Tous les absents sont des petits ou pas du quartier. Et attendez, c'est pas fini. Cohen, Volinsky, Grimbert, Feldman, Moiti, je continue? Pourquoi tout de suite parler de rafle? Et d'abord, quelle rafle? Quelle preuve avez-vous? Une école sans élèves, c'est comme un océan sans eau. Mais en continuant à enseigner, nous résistons au pouvoir. Tous les opposants au régime sont arrêtés. Rejoins-nous, Gisèle. Ce 2 octobre 1942 fera date dans les annales de l'éducation nationale. 109 petites filles de l'école Victor Hugo n'arriveront jamais, jamais. Le décor est sublime et le casting porté par Anne Richard est excellent. Ceux qui ont aimé Un cœur simple auront aussi reconnu Isabelle Andréani. Et comme vous vous en doutez, avec son armure, elle n'a pas pleuré. Pourtant, il y a de quoi pleurer pour ce spectacle. Et rire aussi, elle l'a dit. Le dernier spectacle de cette catégorie, disons, il fait chaud, problème d'articulation, tout va bien. C'est un spectacle qui nous tient à cœur, un projet qui nous tient vraiment à cœur. Il s'agit de la nouvelle création de la compagnie normande Have a Nice Day, qui s'inscrit dans un projet de médiation culturelle auquel on participe chaque année, qui est le projet Regard, soutenu par la région. Et je vous laisse Maïté vous parler un peu plus du spectacle. Alors, je vais vous poser une petite question, plutôt. Qui sait donc dans la salle combien est-ce que nous avons dans l'histoire entière de pilotes de Formule 1 femmes? Et je ne compte pas l'académie actuelle. Parlez fort. Alors, 3 en haut. Aucune. Le monsieur est très enthousiaste, très optimiste. C'était déjà pas beaucoup, 3, 4, 2. 8. Ouais, on a une féministe en haut. Bon, on va arrêter là les enchères, si on peut dire. Et pour répondre à cette question, et bien entendu vous parler du spectacle, je vous demande d'applaudir Alexis Gillot, co-directeur de la compagnie Have a Nice Day et co-créateur du spectacle. Bonsoir. Vous allez bien? Ça a l'air. Alors, combien il y a de femmes pilotes de Formule 1? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Eh ouais. Mais il y en a eu 5 dans toute l'histoire de ce sport, et la dernière c'était il y a 50 ans, et c'est un sport qui est censé être mixte, et du coup on s'est demandé pourquoi en fait il y en a eu à un moment donné, pourquoi il n'y en a plus maintenant. Et Léonore qui joue ce spectacle et qui l'a écrit, en fait s'est passionnée de la Formule 1 en regardant le documentaire Netflix Formula One Drive to Survive. Elle a regardé ça, elle est devenue dingue de ça alors qu'elle avait plein d'a priori. Et elle s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas de femme? Et du coup, elle a imaginé une femme qui aujourd'hui se qualifierait pour un Grand Prix de Formule 1. Et donc, on retrouve cette pilote 12 heures avant son départ pour un Grand Prix, et on la voit parler à des journalistes, à son coach, à son coéquipier, aux sponsors, à tous ceux qui créent ce milieu-là. Et en fait, elle est tellement malmenée pendant tous ces entretiens, tellement bousculée, qu'elle en vient à perdre complètement pied, et elle décide de s'enfuir. Elle part, elle va dans la nature, dans cette nature, elle continue de rencontrer plein de gens, des gens qui n'ont plus rien à voir avec son milieu, justement, des gens qui sont assez improbables. Il y a un lobby boy, il y a un homme qui est passionné par les chenilles processionnaires, il y a même un fantôme. Et toutes ces personnes vont lui permettre de se lier à d'autres choses que la Formule 1 et à comprendre ce qu'elle veut vraiment et de savoir si elle veut effectivement prendre le départ de ce Grand Prix ou bien s'enfuir dans la nature. Et c'est un spectacle sur ce que c'est que la légitimité de cette pilote c'est une athlète de haut niveau qui veut être considérée comme une athlète de haut niveau et qui est tout le temps considérée comme une femme et qui devient non plus l'extension d'une machine mais qui en devient une machine elle-même. Et c'est sur la passion, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une passion, de vibrer pour quelque chose et de vibrer tellement fort qu'on en vient à flirter avec la mort à 350 km/h pour aller se sentir vivant. Et voilà, Léonore qui interprète ce texte est extraordinaire. Je suis très très objectif.
Et Moi, je le suis un chouille moins et encore, mais effectivement, elle l'incarne tellement bien que pendant toute la durée du spectacle, c'est une performance, même physique, donc elle est toute seule en scène, et elle se donne tellement qu'on rentre complètement dans cette histoire et qu'on vit sa passion avec elle, en fait. oui, je trouve que sa force aussi, c'est dans tous les enjeux qui se passent, c'est d'amener toujours énormément d'humour et de dérision parce qu'elle a un style qui est vraiment bien à elle. Et c'est ce qui fait aussi que c'est qu'on vibre autant, en fait. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ah, on nous demande dans la salle, c'est quoi un lobby boy? Je suis incapable de répondre. Bon, c'est vrai que c'est un anglicisme. C'est quelqu'un qui travaille dans un hôtel. C'est, je sais pas, quelqu'un... Ah oui, c'est lobby boy, c'est le concierge. Oui, c'est le concierge, c'est vraiment celui avec le trolley, avec les valises, et voilà, en gros. Un peu un Spirou. Voilà, c'est l'image que j'ai. Merci beaucoup, Alexis. Si vous le souhaitez, Alexis sera présent après la présentation de saison, donc vous pourrez lui parler, échanger avec lui et parler du spectacle. Il en sera ravi. Et maintenant, place au spectacle musical. Alors, je vous rassure, on ne l'a pas programmé. Ah bon ? Alors, on démarre avec Kid Manoir. Venez fêter Halloween avec nous. Autour de Kid Manoir, une comédie musicale pour la famille. Découvrez cette gentille sorcière qui invite 4 ados pour un jeu concours, mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Teaser. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Évidemment, comme dans toute bonne comédie musicale, il y a une chanson qui va vous rester en tête. Donc j'imagine qu'on va être adoré des parents. Et vous avez peut-être reconnu Anaïs Delva, qui est donc la voix française de la Reine des Neiges. Ça vous rappelle des souvenirs, hein, les parents, j'imagine, hein ? On vous invite à venir déguiser et dès 15h, les enfants pourront être maquillés par Kaki Beauté. Et à la fin du spectacle, il y aura une distribution de bonbons. Du coup, tout le monde veut venir, là. Et ensuite, Vincent de Dienne. On est fiers de vous proposer cette date. On s'est battu avec de nombreuses salles, mais on l'a eu pour vous. Alors, attention, on ne se trompe pas, il est bien dans la catégorie spectacles musicaux, parce que oui, après avoir été acteur, humoriste, le voilà chanteur. Ce concert fait écho à son dernier one-man show, Soir de gala. Il a demandé à tous ses amis musiciens de lui écrire des chansons autour des personnages de son one-man. Et maintenant, nous allons vérifier les informations qu'on m'a données pour présenter chaque personne. Cathy, as-tu vraiment vu 6 comédies musicales? C'est beaucoup. Oui, si, c'est vrai. J'en ai vu 6. Mais en fait, il y en a 4 où je suis allée en courant. Et ce n'est pas celle qu'on a retenue finalement pour ce soir. C'est les 2 où je suis allée plutôt à reculons qu'on a retenu pour ce soir. Alors, moi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, le premier, Punk, par exemple, c'est Mélanie qui m'a dit il me faudrait un deuxième avis, est-ce que tu veux pas y aller ? C'est ça. Moi, c'était d'office un vrai coup de cœur pour moi. On nous raconte l'histoire vraie du groupe féminin The Slits, le premier groupe punk féminin, évidemment. Et les comédiennes sont aussi musiciennes et nous offrent des vrais moments de concert. C'est une pépite.
Bon, je vais vous dire, j'étais un peu fébrile quand même en y allant. Le punk, je connaissais pas bien. En fait, un petit peu quand même, mais j'identifiais pas complètement. Je partais vraiment de zéro. Et je ne voyais pas de groupe de musique punk féminin dans l'histoire, effectivement. Alors, le groupe a duré 4 ans. Voilà. Donc, elles ne sont pas devenues célèbres. C'est Slits, ça veut dire les fentes en français. Mais elles ont marqué leur époque, vraiment. Et elles ont ouvert la voie à PJ Harvey, à Björk et à tant d'autres aujourd'hui. Et sur le plateau, j'ai découvert 4 filles et 2 garçons qui sont comédiens et excellents musiciens. L'écriture de la pièce est vraiment espiègle, elle est malicieuse. Les figures féminines sont très attachantes, les situations sont expressives, il y a énormément d'émotions. Vous avez découvert une mise en scène qui décoiffe véritablement dans un décor un peu industriel, des échafaudages. Il y a un travail sur les costumes incroyables, qui sont à la fois référencés punk, mais aussi complètement innovants. Voilà, c'est le punk d'aujourd'hui revisité. C'est vraiment un spectacle très très punchy et qui trouve un bon équilibre entre concert et théâtre, entre énergie et tendresse, entre rébellion et fragilité. Donc faites comme moi, vous sortez de votre zone de confort et vous allez voir punk. Alors, le deuxième spectacle, c'est pareil, pour être franche, j'y allais un peu à reculons, sans conviction, un dimanche après-midi au Théâtre Actuel La Bruyère à Paris. C'était vraiment pour faire mes devoirs, la triste vie de membres du comité de programmation. Triste vie que de voir des spectacles tout le temps. Ben voilà, un spectacle musical quand même, ça se refuse pas. J'adore trop qu'on me chante des chansons, moi. Et cette voix d'or, ça m'a complètement séduit. D'abord par son histoire. L'histoire est vraiment fine. C'est une histoire de théâtre dans le théâtre. Un auteur qui est en panne d'idées, qui est sec complètement. Il est poussé par son producteur pour écrire très vite une pièce. Et donc l'auteur se met à interroger, à avoir une conversation avec son producteur. Et du coup, en lui posant des questions sur son histoire familiale, se met à écrire la pièce qu'on va voir se dérouler sous nos yeux. Donc c'est du théâtre dans le théâtre. Et donc l'histoire qui va naître sous nos yeux, c'est celle d'un chanteur qui a vécu dans les années 50-60, qui a connu un petit succès. Donc dans le spectacle, vous avez donc des chansons françaises des années 50 et 60 qui sont vraiment merveilleusement chantées. Vous avez vu un petit bout dans le teaser de début. Il y a un secret de famille, il y a de l'humour, il y a de l'entrain, il y a des voyages, il y a de l'amour, il y a une mise en scène très astucieuse. C'est très gai, c'est très entraînant, c'est virevoltant. C'est le cadeau de Noël, vraiment à offrir. Et celui à qui vous allez l'offrir vous remerciera tellement, parce qu'on passe un moment incroyable. Donc la morale de cette histoire de programmation de ces 2 spectacles, c'est que c'est encore meilleur quand on s'y attend pas. Pour vous présenter la suite, je vous ai préparé un petit morceau de musique. Pas le chant, pas la guitare. Ok. Ils sont pas drôles. Donc, comme chaque année, nous avons programmé 3 apéros-concerts en salle Viking. C'est le vendredi à 19h. C'est un moment musical accompagné d'un rafraîchissement. Donc, le trio de Loïc Serron vous proposera un répertoire swing. Vous pourrez entendre à cette occasion le meilleur instrument du monde. Donc, Emeline, tu pourras entendre du trombone et... Du trombone. Ensuite, un duo blues-chant-guitare, le Hôtel Vaste Horizon. Et enfin, Amélie Affégard vous entraînera dans son univers de chansons françaises. Amélie, mais oui, bien sûr, Amélie. Eh bien, elle vient aussi au conservatoire en plus, Amélie. Alors ça nous fait notre transition toute trouvée. Parce qu'elle va venir, cette fois, encore pour la Folk Journée. C'est une habituée. On la fait souvent venir pour la Folk Journée, mais c'est un tel plaisir de travailler avec elle. Et donc, après les 20 ans qu'on a fêté cette année de la Folk Journée, nous proposons du coup une édition un peu renouvelée et balayée et aux 4 vents. C'est le titre cette année. Je vous laisse deviner de quoi ça va parler. On va parler du vent, des instruments à vent, de tas de choses comme ça, autour de la musique traditionnelle. Donc il y aura bien sûr le concert des élèves du conservatoire, et puis le grand bal du soir, qui va être animé par la compagnie d'Amélie, qui s'appelle Zamélie Boom.
Mais entre les deux, on aura tout un programme de nouveautés à découvrir avec la médiathèque, avec la classe de théâtre et même des artisans qui sont invités à exposer leurs créations. Les professeurs vont de nouveau proposer un répertoire traditionnel juste avant de déguster un buffet partagé. Donc ce rendez-vous s'inscrit dans la thématique retenue pour la saison prochaine, à savoir le conservatoire donne de la voix. Une dizaine de rendez-vous autour du chant seront programmés, avec entre autres un apéro vocal big band, des concerts de chorale, des concerts des classes de chant, ainsi qu'un récital d'Ariane Zanata, notre enseignante de chant lyrique. Qui est arrivée depuis peu dans notre établissement et on est très content de pouvoir lui offrir une scène. Donc elle nous propose un concert qui s'appelle Les âmes en voyage, de la mélodie française au lead romantique. Les âmes voyageuses vous invitent à un périple intérieur porté par la voix des femmes. Celles qui chantent, celles qui inspirent, celles qui composent, celles qui hantent. Entre lumière et poésie, force et mythe, ce programme réunit les œuvres de Fauré, Debussy, Clara Schumann et autres âmes sensibles pour faire résonner les multiples caractères de la féminité et de la passion. Et à noter, il y aura également la participation des chœurs du conservatoire pour ce concert. Après les 1001 nuits, le Petit Poisson d'Or, Bestiole et l'année dernière le joueur de flûte, les enseignants du conservatoire vous présenteront Au jardin des bêtes sauvages, conte animalier où se retrouvent des vers luisants, un pou de mer ou encore un crabe au sommet d'un cocotier. Vous serez baigné dans une atmosphère à la fois poétique et humoristique grâce à l'exploration des sonorités immersives de 3 instruments avec la récitation des textes donnant voix et corps aux animaux et à leurs particularités extraordinaires. En octobre, Imagine, venez assister au ciné-concert et plonger dans l'univers féerique des films muets en noir et blanc du début du XXe siècle. Porté par la musique et la création visuelle, laissez votre imagination passer à l'action et voyagez autour des étoiles. Et puis bien sûr, il y aura les rendez-vous habituels que nous proposons au conservatoire, le Festrock aux Andelys, la nuit des conservatoires, événement national, Fêtons l'hiver, les concerts d'orchestre bien sûr, les spectacles de danse et de théâtre, en tout, une centaine d'événements, tous répertoriés dans le livret de saison du conservatoire qui sera disponible en septembre. Ça l'inspire beaucoup, mais bon... Non, merci, Émile, c'est bon. Catégorie danse. Un teaser, ça va être mieux. Je me suis souvent demandé comment avancer avec le poids de ce qu'on a vécu. Je veux dire par là, à quel moment le poids des choses qui nous ont marqués, qui nous manquent, finit par disparaître. Alors, dans les moments un peu durs, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je me rappelle.
tu veux que je... C'est pas toi qui les applaudis. C'est ce que je voulais te dire. C'est pas moi? Non. Si, le monsieur il est ici. Encouragez-la, elle va continuer. Chaque année, nous essayons de proposer 3 spectacles de danse bien différents les uns des autres. Le premier, Sur un fil, est porté par Claire et Anto, star d'Instagram et demi-finaliste de La France a un incroyable talent. Spectacle pluridisciplinaire mêlant danse contemporaine, théâtre et théâtre d'ombre. Voilà là la recette parfaite d'un spectacle plein d'émotions. Ensuite, changement de décor, direction un bar sous la prohibition et la danse hip-hop. La compagnie Pyramide a convaincu les spectateurs de Sous le poids des plumes cette saison et sans aucun doute, ils réussiront également pour Bal et Bar. Et enfin, Carmen, par la compagnie Julien Lestel, que nous avons reçu il y a quelques années pour Missa Tango. Un sublime spectacle de danse contemporaine. Ce spectacle est une adaptation de l'opéra de Bizet. Et donc, parfaite transition pour continuer sur nos classiques revisités. Alors, avec Le Bourgeois gentilhomme, on a évidemment le texte original de Molière, mais la compagnie Théâtre Les Pieds Nus revisite ce classique en mode cabaret, avec des costumes ultra colorés, dans un style baroque and roll, aussi visuel que sonore. On redécouvre alors cette pièce des plus drôles et des plus connues de Molière, modernisée, toujours aussi populaire et truffée de références pop culture, à la fois légères et réjouissantes. C'est une pépite rythmique, un brin déjanté, pour dépoussiérer un peu le théâtre classique. Cathy? Oui. Tu te souviens? Oui, Emmanuel, de quoi? De la soirée au Lucernaire. Ah oui, le Marivaux. On était au premier rang, dans une toute petite salle, où les pieds peuvent toucher le bord de la scène. Ah oui, sous le nez des comédiens. On s'est même fait arroser, si je me souviens bien. Ah oui. Oui, c'était dingue ce spectacle. Je crois que c'est pas la peine de vous présenter Marivaux, hein, le jeu de l'amour et du hasard, mais la mise en scène de Frédéric Cherboeuf, s'il faut vous en dire un mot, parce que franchement, vous allez redécouvrir Marivaux et sans perruque, sans falbala, sans autre chose, sans porte qui claque, sans décor somptueux. Des comédiens qui sont en salopette de travail, des bleus de travail, un décor improbable entre hall de maison et bistrot en plein air. Et puis les comédiens sont jeunes, ils sont pleins de fougue, ils sont vraiment amoureux. En tout cas, avec Emmanuel, on avait l'impression qu'en fait, on assistait à une vraie rencontre, une vraie histoire d'amour. Ils sont fragiles, comme on peut l'être à 17 ans quand on découvre l'amour pour la première fois. Les comédiens pétillent, hein, ils s'aiment et nous offrent leur amour. On est ressorti de la salle avec Emmanuel, terriblement touchés par ce ballet amoureux et terriblement rajeunis. On avait retrouvé nos 17 ans. Ça vaut le coup. Ouais. Même 15, non? Ouais, peut-être. Incroyable. Transition. Pardon? Vous m'avez piqué ma place. Pardon? Ben, c'est Manu qui a commencé. Emmanuel qui a commencé. Je sais que je parle beaucoup, mais c'était quand même ma place. Et c'est un spectacle qui vaut le coup d'être évoqué ce soir. Merteuil est une suite imaginée des liaisons dangereuses de Laclos. Le vicomte de Valmont est décédé depuis de nombreuses années. Cécile de Volanges a bien grandi et décide d'inviter anonymement la marquise de Merteuil dans le but d'obtenir des explications ou le témoignage de regret. Et nous avons c'est un magnifique spectacle en costume pour lequel nous avons un teaser. Ô femmes, approchez et venez m'entendre. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Qui diable pourrait bien vouloir s'entretenir avec une marquise fanée et recluse? Madame de Merteuil. Vous ne vous souvenez pas de moi? Vraiment? Nous y voilà. N'oubliez jamais que lorsqu'une femme combat une autre femme, l'issue est toujours fatale.
Alors du coup, je reprends ma transition. Vous vous souvenez, on avait 17 ans, là, juste avant la marquise de Merteuil, on avait 17 ans. Donc on va continuer à rajeunir. Et là, on arrive au moment le plus important de cette présentation de saison. Parce que c'est le moment où on compte sur vous pour préparer le public de demain, les jeunes spectateurs. Donc c'est la programmation jeune public. On a soigneusement choisi les spectacles en direction des enfants pour qu'ils vivent une première expérience de théâtre dont ils se souviendront et dont ils vous seront reconnaissants éternellement. Je laisse la parole à Maïté. On commencera donc le samedi 11 octobre avec Et l'image fit du bruit. Certains d'entre vous ont peut-être vu cette année Si un conte m'était conté. On retrouvera la même compagnie, mais cette fois donc avec une toute nouvelle création. Ils sont toujours adeptes des bruitages en direct au plateau, mais cette fois, ils n'ont pas créé les images, ils se servent de vieux dessins animés en noir et blanc, les tout premiers dessins animés, un peu à l'époque des tout premiers Mickey, et c'est toujours une superbe performance. Et en plus de ça, donc un spectacle à partir de 6 ans, et en plus de ça, vous pourrez venir, parents, enfants, sur un atelier de bruitage à partir de 14h30, juste avant le spectacle, pour découvrir directement et également pratiquer si vous le souhaitez. Avec Le Renard et la Terre, c'est un spectacle à partir de 3 ans. Sur fond de thématiques écologiques, on a un spectacle de théâtre et de marionnettes absolument magnifique, avec donc un petit renard qui se retrouve en forêt et il y a du plastique partout. Et même les petits comprennent très très bien cette histoire. Donc c'est, comme le disait Cathy, nos spectateurs de demain. Et là, en plus, il s'agit de les éduquer un petit peu pour faire attention au plastique. Et avec Rouge Incarnat, le 21 novembre, on est sur un spectacle de danse et de musique qui parle des émotions, des mémoires transgénérationnelles. On pourrait dire que c'est un spectacle qui va aller un petit peu gratter, un petit peu titiller ce qui gêne, ce qui démange, mais pour s'en libérer. C'est un spectacle accessible à partir de 7 ans et ça ne pose absolument aucun problème. Ils comprennent exactement le propos du spectacle. Ensuite, pour les plus petits, nous avons, comme vous le savez maintenant depuis pas mal d'années, des spectacles à partir de 6 mois. Et donc, Oka est un spectacle musical et sensoriel dans un univers immersif qui rappelle la forêt amazonienne. Dans le spectacle Côte à Côte, vous reconnaîtrez peut-être la danseuse que vous avez pour certains vue dans Farah et Koto. Elle revient cette fois avec sa création. Et c'est un spectacle à la fois de danse et de cirque, dès 8 ans, qui vient nous rappeler à quel point le contact humain est important dans ce monde de plus en plus individualiste et de plus en plus virtuel. Sans l'autre, on ne tient pas. Et enfin, avec Zoom Dada, la compagnie décrit le spectacle comme un spectacle de théâtre gesticulé. On est vraiment à la frontière de la danse. Et c'est un spectacle qui aborde la rencontre à l'autre, dès 3 ans. Teaser. Et la croque, c'est quand? C'est le tour de la croque maintenant. On veut la croque. On veut la croque. On veut la croque. La croque. T'as failli oublier la croque. J'ai failli oublier la croque. Ouais. Alors, à la demande générale des enfants, place à la croque-semaine. Et donc, c'est parti pour la 4e édition de notre festival Jeune Public. Nous vous proposons une programmation de pépites à 5 € la place. Et évidemment, elle sera complétée par des propositions du conservatoire et des médiathèques. Nous commencerons donc cette semaine de 10 jours, à peu près, le samedi 21 mars avec le spectacle On dirait. Il y a quelques instants, je vous ai parlé de Rouge Incarnat. Là, ce sera la même compagnie, la compagnie LEA, qui est une compagnie normande d'ailleurs. Et avec cette nouvelle création, on est sur un travail beaucoup plus pluridisciplinaire qui mêle à la fois théâtre, danse et musique. C'est dès 3 ans et c'est un spectacle qui va aller chercher nos jeux de récréation et les fameux « on dirait ». Mélanie, on dirait on était sœurs. On dirait on s'aime.
Grand les yeux, il s'agit d'un spectacle immersif en création pour nos tout petits dès 6 mois. Et le croque-musique aussi, un premier concert par 2 professeurs du conservatoire et encore pour les tout petits à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Oui, c'est à toi. Oui, tu as été trop vite pour moi. Ah, je suis efficace. Exactement. Le 4e spectacle de cette croque-semaine, Depuis que je suis née, est un préquel à la trilogie de David Lescaut. Vous avez peut-être déjà vu dans nos salles J'ai trop d'amis. D'ailleurs, il avait une petite chanson bien entêtante avec Depuis que je suis née, on revient à la naissance pratiquement du personnage principal, donc Samy, qui veut faire comme sa mamie, c'est-à-dire écrire ses mémoires, parce qu'il est persuadé qu'il se souvient de tout, même dans le ventre de sa maman, et donc il veut nous raconter toute sa vie, donc de 0 à 6 ans. Et si vous aviez donc oublié, ou encore même en tête la chanson de J'ai trop d'amis, avec ce spectacle-là, il y en aura une nouvelle. Ensuite, la tournée des au revoir. Cette année, nous continuons notre partenariat avec le festival Spring, qui est un festival de cirque. Et c'est un solo pour un saltimbanque avec un vélo, à partir de 8 ans. Et enfin, donc Ma vie de basket, ou comment parler aux enfants de la différence, de l'entraide, avec des marionnettes en forme de chaussures. C'est un spectacle extrêmement bien fait, très malin, à partir de 6 ans. Et tout de suite, sans transition, parce que nous n'avons pas de transition pour la prochaine catégorie, Destin de femme. Nous avons accueilli la compagnie Paname Pilotis il y a quelques années avec leur succès Les yeux de Taki. Cette année, ils reviennent avec une nouvelle création. Cette fois-ci, ce n'est pas du jeune public, mais accessible dès 11 ans. Ils utilisent différents arts, les marionnettes, la vidéo et le jeu traditionnel afin de rendre hommage à une femme exceptionnelle, Irena Sendlerova, qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Teaser. C'est l'histoire d'une histoire qui se raconte par la fin. Ce n'est pas grave si je suis inconnue. Le thème de cette année, les héros oubliés. Enchantée, Megan Stewart. Sabrina Koons. Ouais, je sais qui vous êtes. Ouais, nous aussi, on sait qui t'es. Ah, enfin, Irena Sendlerova, pardon. Elle a donc bien existé? Une quoi? Une juste, c'est comme ça qu'on appelle les non-juifs qui ont aidé les juifs pendant la guerre. Mais je comprends pas, Irena, elle n'était pas juive. Non, elle était catholique. Et elle a bien sauvé 2500 enfants juifs pendant la guerre. C'est pas une faute de frappe. C'est toi la faute de frappe. Préparation des sacs, blé, légumes, farine, pommes de terre. Picoune aux lames. Tu répares le monde et le monde te répare. Ça ne va pas durer. Le monde entier n'a pas pu devenir fou d'un seul... À quoi te sert de lire la Bible si tu n'appliques pas ses injonctions? Et ton prochain, c'est quoi? Du vent? C'est que sans vous, mon histoire aurait disparu. Et avec elle, celle des personnes qui m'ont aidé. J'entends déjà encore un spectacle sur la Seconde Guerre mondiale. Mais tant qu'il restera des histoires comme celle-ci à raconter, nous continuerons. Parce que l'histoire d'Irena Sendlerova ne doit pas tomber dans l'oubli, parce que la mémoire est aussi affaire de théâtre. Et comme je suis parfaitement d'accord, j'ai moi aussi un spectacle sur la guerre 39-45, mais pas que, presque d'ailleurs, surtout pas que. Et pour en parler avec moi, je vais demander à Nathalie Claudel, ancienne libraire de la Compagnie des Livres, de venir sur scène. Alors Nathalie est membre de la compagnie Les Rêves Indociles et est un fidèle œil extérieur à la création du spectacle qui, je crois, est à l'origine du projet d'ailleurs. Oui, je suis un petit peu responsable. J'ai semé une graine et cette graine avait donné une lecture musicale autour d'un texte qui s'appelle toujours La Toile cirée. Et la graine a grandi et là, maintenant, Esther Bastendorf vous propose une pièce de théâtre toujours inspirée de la vie de Jacqueline Pecker, mais elle va beaucoup plus loin et elle nous emmène dans d'autres
dans d'autres territoires. Alors, j'ai préparé un petit texte. Vous avez des questions sinon? Non, je te laisse faire. Alors, c'est une première pour moi. En fait, Esther ne peut pas être là puisqu'elle est en représentation ce soir. Donc, je la remplace modestement. Donc, en fait, ma mission ce soir, elle est simple, c'est de vous donner envie, enfin même de vous convaincre de réserver vos places pour cette première, puisqu'en fait, quand le spectacle va se jouer le 7 février 2026, notez bien la date, ce sera vraiment une première, vous êtes chanceux. Donc le spectacle s'appelle « Jamais je n'aurais imaginé être une femme exceptionnelle ». Je vous rassure, c'est pas moi la femme exceptionnelle. C'était ma blague. Je connais mes limites, excuse-moi de te l'avoir piqué. Non, la pièce écrite par Esther est inspirée donc de la vie de Jacqueline Pecker, que certains d'entre vous ont découvert à travers les lectures musicales qu'on a faites de la toile cirée, que ce soit à la médiathèque ou ailleurs. Le 1er juillet prochain, Jacqueline fêtera ses 89 ans. Elle est l'une des derniers grands témoins de l'histoire du XXe siècle, et avec Rose, sa mère, et Rivka, sa babouchka, elle nous engage à toujours nous tourner vers l'avenir, sans oublier notre passé. Enfant cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle deviendra une des femmes puissantes de son époque. Je n'ai pas le temps, là, vraiment, de vous énumérer toute sa vie, tous ses métiers, tous ses engagements. Il faudra venir voir la pièce pour en savoir plus. Je peux juste vous dire qu'elle a été, entre autres, chanteuse de cabaret, aux côtés de Barbara et de Brel, pour financer ses études vétérinaires, membre du Parti communiste, chroniqueuse à l'émission 30 millions d'amis et pilote de rallye. Actuellement, là, elle prépare son 4e saut en parachute. Bref, vous l'aurez compris, c'est un personnage haut en couleur et son parcours atypique, sa liberté et son anticonformisme parlent à toutes les générations. Donc, bien sûr, il faut vraiment que vous veniez voir cette pièce. Et surtout, venez la voir avec vos ados. Vous verrez, ils vous remercieront. C'est un spectacle qui mêle à la fois texte, musique, chanson. On y rit, on y pleure. La vie, quoi. C'est ce qu'on vient tous chercher au théâtre, les émotions. Ça fait plus de 40 ans que Jacqueline fait partie de ma vie. Elle éclaire ma vie depuis 40 ans. Et je prends le pari qu'après avoir vu ce spectacle, une nouvelle lumière brillera aussi dans la vôtre. Alors, je rappelle son titre. Jamais je n'aurais imaginé être une femme exceptionnelle. En fait, c'est facile, c'est le titre le plus long, je crois, dans la programmation 2025-2026. Et voilà, nous comptons vraiment sur vous et votre présence. Merci Nathalie. Merci à toi. Pour la petite anecdote, quand on a commencé à parler du projet, j'étais pas hyper emballée. Et quand j'ai vu Esther, accompagnée de son accordéoniste, commencer les prémices en fait, de ce spectacle qu'on a accueilli en résidence, j'ai eu absolument des poils qui se sont hérissés partout. Elle a pleuré. Évidemment, j'ai pleuré. Et c'est ce qui a fait qu'on a vraiment voulu accompagner ce spectacle dans sa création et qu'on sera donc très heureux de les avoir ce jour-là. Alors, je vais vous parler de l'odeur de la guerre. L'histoire de la programmation de ce spectacle a commencé il y a 2 ans. J'ai dit à Maïté, j'ai vu un super spectacle à la Scala à Paris. J'aimerais bien qu'on le programme. C'est vraiment un coup de cœur. Ouais. 6 mois plus tard. Maïté, ce serait bien qu'on ait un deuxième avis. Vraiment, de tous les seuls en scène que j'ai vus dans l'année, franchement, c'est le meilleur. Oui, bon, d'accord, je vais y aller. 1 an plus tard. Maïté, tu as vu l'odeur de la guerre ? Je m'en rappelle encore, c'était vraiment dingue. Ben oui, je l'ai vu, évidemment que je l'ai vu. Je m'en souviens très bien. J'ai fini en larmes.
Alors, ne vous fiez pas au titre. L'odeur de la guerre, ça n'a rien à voir avec la guerre, mais ça a tout à voir avec la boxe. En fait, c'est l'odeur qu'on sent dans la salle de boxe après l'entraînement. On appelle ça l'odeur de la guerre. Donc, c'est un spectacle en partie autobiographique. La comédienne est seule en scène. Elle parle pendant 1h10. Le spectacle est constitué uniquement de dialogues où elle fait absolument tous les personnages de sa vie, son père, sa mère, son frère, sa prof de théâtre. On n'est jamais perdu dans le fil du texte. Et il y a une puissance d'évocation, on les voit, tous ces personnages, vraiment. La mise en scène extrêmement simple, il n'y a pas de décor, il y a un banc, il y a un sac de frappe sur pied, il y a des grandes boxes, bien sûr, il y a des talons aiguilles, elle est en short et en débardeur. Donc plus minimaliste, je crois que c'est pas possible. Et par contre, pour habiller ce spectacle, il y a un travail sur les lumières absolument incroyable, qui pose des ambiances différentes selon les moments de sa vie. La comédienne, retenez son nom, elle s'appelle Julie Duval. C'est une vraie révélation. Elle est incroyable. On assiste à la naissance d'une comédienne. On est très ému. Franchement, Maïté a pleuré. Moi, j'ai pas pleuré, mais j'étais vraiment très, très émue aussi. Ça a une puissance d'évocation et cette comédienne, en fait, elle va trouver son salut après un chemin de vie un peu douloureux dans la boxe et dans le théâtre. Et à un moment donné, vous vous en souviendrez quand vous viendrez voir le spectacle, elle interprète une scène de Ruy Blas. Donc elle passe de son one-man show, de son seul en scène qu'elle est en train de faire, à du théâtre classique en une fraction de seconde. C'est saisissant, c'est vraiment incroyable. Allez-y avec vos ados à partir de 14 ans. C'est puissant, c'est inspirant, c'est mon absolu coup de cœur. Vous m'en parlerez, je suis sûre. Dès le 22 mars, vous allez m'envoyer des mails pour me dire « j'ai vu un truc pas possible ». Vous pouvez me les envoyer à moi aussi, les mails. Alors, pas facile d'enchaîner avec l'autre spectacle, donc Femmes non rééducables, d'autant qu'il m'a aussi énormément émue. C'est bon, je l'ai gardé. Merci. Donc, Femme non rééducable, c'est le destin tragique d'Anna Politkovskaya, journaliste russe assassinée il y a maintenant quelques années. On y retrouve Caroline Rochefort, que vous avez probablement vue dans Changer l'eau des fleurs, qu'on a accueillie ici il y a quelque temps. Et elle interprète à merveille cette femme incroyable qui s'est battue jusqu'au bout pour la vérité. C'est une réflexion sur la guerre, sur la paix, sur le journalisme, le vrai, et qui ne vous laissera évidemment pas indifférent. Ici, les gens sont en guerre depuis des siècles. Ils se disputent le pouvoir sur cette motte de terre. Anna. Je suis convoquée chez le procureur avec les voleurs et les délinquants. Certains sont là pour braquage, d'autres pour vol, d'autres encore pour viol. Moi, pour journalisme. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Qu'est-ce que je fais ? Je continue ou je ferme les yeux? Je pensais que ça allait être un homme. Une femme, ça ne va pas? Maman, là où tu vas, c'est dangereux? Peu importe, c'est nécessaire. Tu veux faire quoi dans la vie? Maintenant, je fais la guerre. Et quand elle sera finie? J'espère qu'elle finira jamais. Et nous sommes heureux de participer pour la première fois au festival Les Anthropocènes porté par le Tangram d'Évreux. Ce festival autour de la biodiversité et l'écologie nous a permis de programmer un spectacle que nous avions à cœur. Je laisse Maïté prendre le relais. Effectivement, le spectacle La Cohabitation, c'est la compagnie Les Abrités qui est à Bonnières-sur-Seine qui nous l'a proposé et que nous avons d'ailleurs accueilli en résidence pour finaliser la création Lumière. Et c'est un quasi seul en scène qui parle de plantes et avec des plantes. Mais pour vous en dire plus, je vais vous demander d'applaudir Ethel de Souza et Valentin Hector. Merci. Bonsoir. Alors, petite question rapide. D'où est venue cette idée de spectacle ? Je vais prendre la question et je vais y répondre. Alors, cette idée de spectacle, elle est venue du fait que j'ai déménagé. Voilà, je suis partie d'une maison avec un jardin et je me suis enfermée dans un appartement sans balcon, sans rien. Et ensuite, la pandémie de Covid-19 est arrivée. Et là, tout d'un coup, il me fallait des plantes.
en fait, beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est là que j'ai commencé à développer une lubie, une obsession, et que j'ai commencé à écrire ce spectacle qui parle donc beaucoup, beaucoup de plantes. Alors si vous aimez les plantes, si vous en avez beaucoup chez vous, ou au contraire, si vous n'en avez pas du tout, mais venez voir la cohabitation, vraiment. Et alors, sans complètement spoiler le spectacle, pourquoi y avoir intégré un personnage muet? Je vais prendre la parole à la place du personnage muet qui est juste à côté de moi. Ce personnage muet, il se trouve que c'est une plante qui prend vie dans l'appartement en même temps que la personne que je joue, qui, spoiler alerte, c'est moi, développe cette lubie et cette recherche de faire vivre et faire pousser ces plantes. Et tout d'un coup, une plante se met à vivre dans l'appartement. Un arbre, un yucca. Merci beaucoup. Alors, du coup, comment toi tu as fait, Valentin, parce qu'on va le laisser parler un petit chouïa, comment tu as fait pour appréhender en fait ce personnage qui ne parle pas? Comment j'ai fait avec la metteuse en scène, tout simplement, hein, vraiment. Non, pour moi, c'était tout nouveau, un personnage masqué qui ne parle pas. Comment on peut transmettre des émotions, comment on peut cohabiter, tout simplement, avec une personne qui est quasiment seule en scène, on peut dire, et comment la relation entre ces deux personnages peut exister à l'intérieur de cet espace, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous deux et de votre présence surtout. Merci. Et tout de suite, le frisson. C'est mieux avec le micro allumé. Frisson. Alors, on commence notre nouvelle, si on peut dire, thématique frisson, avec 1984. Alors, sur le papier, c'est tout simplement l'adaptation du roman d'anticipation de George Orwell. Sauf que dans les faits, c'est un spectacle millimétré, avec un décor en mapping vidéo, qui nous permet de plonger complètement dans cette société ultra sécurisée, ultra contrôlée. Et nous avons, en vidéo seulement, mais c'est quand même déjà super bien, la metteuse en scène Gaëlle Bogossian, qui en parle bien mieux que moi. Montée de la surveillance, de la reconnaissance faciale, appauvrissement du langage. On a perdu beaucoup de mots. 1984 était l'œuvre idéale pour exorciser toutes ces peurs qui commençaient à monter. Oh, surveillance, moi j'ai rien à cacher, pour l'instant. Il y a un temps toujours de catharsis. Et les spectateurs nous en parlent, ils nous disent c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'applaudir, c'est parce qu'on est là, il y a une sorte de chose qui nous lie tous ensemble. Le rôle en tant qu'artiste, c'est d'être poreux au niveau de l'actualité et de se dire il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas encore visible. Une fois qu'une dictature arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle muselle les créations, les artistes qui portent des propos forts parce qu'on est toujours maintenu en état de survie. Mais on oublie ce que c'est que la vie, la vraie. Big Mother est un thriller politico-journalistique sur la manipulation de masse à l'heure du big data. Alors, on peut quand même un petit peu en rajouter et dire que le spectacle a été écrit donc par Mélodie Mouret, qui avait d'ailleurs été moliérisée pour La Marche des Géants. Et dans ce spectacle, elle a vraiment voulu une tension qui monte, vraiment crescendo, jusqu'à un point final, une apothéose. Et t'as pleuré ? Évidemment, j'ai pleuré. Le barrage a complètement lâché à la fin du spectacle, mais c'était des pleurs vraiment de colère, de nerfs, finalement. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et pour terminer sur notre catégorie frisson, le spectacle d'Enali. Alors, celui-ci, il est également indispensable que vous veniez le voir, enfin, avec vos ados, évidemment pas que, mais si vous en avez, que ce soit vos enfants, petits-enfants, peu importe, neveux, nièces, c'est un spectacle qui est un thriller, déjà, à la mode un peu Netflix ou autre, Amazon Prime, Apple TV, comme ça je les ai tous dit. Et c'est un spectacle qui révolutionne le théâtre,
Sur fond de faits divers réels, il dénonce la manipulation via les réseaux sociaux, avec une puissance et un rythme digne des meilleurs films de thriller. Donc, la scénographie est à couper le souffle et les comédiens d'une justesse rare. TV6, a murder investigation in Alaska. Cynthia Hoffman discovered in a river a deadly mistake. Cynthia, c'était ma meilleure amie. Sissi, elle a commencé à avoir peur. Et là, j'ai paniqué. Je me souviens plus, c'est comme si j'avais un trou noir. Vas-y, si je te raconte, faut que tu promettes de rien dire, Kaiden. Je dois te faire confiance. Voilà, donc après les palpitations, après voilà, un peu de pression, on va tous redescendre, comme ça on va se relâcher et on va arrêter de pleurer, déjà c'est bien, et on va rire. Place à la comédie. Un fil à la patte de Georges Feydeau. Le texte original, voici ce qu'en dit Théâtre Mag. Des comédiens charnels, incarnés, bien vivants et bourrés d'énergie. Alors vous l'aurez peut-être compris, il s'agit d'une version un peu coquinette. Peut-on être heureux dans un monde où règne la maladie, la guerre et les chagrins d'amour? On avait dit qu'on rigolerait, Emmanuel. Attends. 5 personnages, tous superbement incarnés par des acteurs excellents, sont tiraillés entre leurs petits soucis et les grandes considérations humaines. On rit parce que l'intelligence d'écriture et l'humour de l'auteur Rudi Milstein sont assez proches du style Jaoui Bakri dans Cuisine et dépendance. Je ne sais pas si vous voyez, on n'est pas loin, mais transposé à l'époque des réseaux sociaux. La mise en scène est truculente, la scénographie est efficace et parfois bluffante. 2 Molières pour cette comédie en 2024. Meilleure comédie et meilleur auteur que Rudi Milstein a reçu. Il a reçu ses Molières avec cette phrase qui résume tout à fait l'humeur et l'humour du spectacle. Je cite : « On a tous des vies de merde, on va tous mourir, tant mieux. Si les gens allaient bien, ils n'iraient pas au théâtre. » The Loop. The Loop. The Loop, c'est l'histoire de 2 inspecteurs américains qui placent en garde à vue un jeune homme qui va rapidement demander à parler à son avocate. C'est court. C'est tout ? The Loop. The Loop. C'est l'histoire de 2 flics américains qui collent au trou un type qui va évidemment faire venir son avocate complètement à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qu'ils font ? The Loop. The Loop, c'est 2 American Texas Rangers qui collent au Newf un lascar, son avocate débarque et ça part complètement en vrille. Vous l'aurez compris, The Loop, c'est l'histoire d'une boucle de plus en plus absurde et hilarante. Donc, j'ai pas le droit de chanter, j'ai pas le droit de danser, j'ai pas le droit de jouer de la musique, mais ils ont le droit de faire un sketch. Yeah voilà. Super. Je suis ravie. Vous avez surtout oublié de dire que c'est le Molière de la meilleure comédie 2025. Et maintenant, place au cirque. Cette année, nous aurons 2 spectacles donc, de cirque à ne pas manquer si vous avez aimé cette année A Simple Space. Évidemment, si vous avez loupé A Simple Space, c'est tout autant 2 spectacles à ne pas manquer. Pour ce qui est de Globe, c'est donc un spectacle qui explore les thèmes de l'attente, de l'inconnu, de la rencontre. On y retrouve 2 gentils yétis, clownesques, qui vont jongler, sourire, faire des pirouettes et même encore se faire des câlins dans un univers totalement enchanteur. C'est une compagnie québécoise de renommée internationale que nous aurons le plaisir d'accueillir pour une tournée française exceptionnelle. Un spectacle rempli de surprises, de douceur, de moments magiques. À venir voir quelques jours avant Noël pour commencer à sentir monter la magie des fêtes de fin d'année. Et pour notre 2e spectacle de cirque, Éveil, c'est également une compagnie internationale qui, ces 2-là, nous viennent tout droit de Budapest, pour quelques dates exceptionnelles en France.
Sur scène, ce sont deux personnages qui représentent un peu la dualité en chacun de nous. Et c'est alors que se joue une histoire sans mots, de magie, de poésie et d'humour aussi. Bref, on voulait des spectacles qui font rire. On a cherché. Longtemps. On a évité les comiques pas drôles. Tu connais la blague du petit-déj? Non? Pas de bol. Et enfin, le choix a été fait. On a trouvé Bérangère Krief, Alison Wheeler, Marc Tourneboeuf. Bref, on a des humoristes. Merci. Alors, je vais pas programmer Corinne ni Emeline, par contre, un petit duo Maïté-Christophe, j'y réfléchis. Je vais donc être brève. La tête d'ange à l'humour décapant Alison Wheeler, que vous avez sûrement découvert sur Quotidien ou France Inter, part sur les routes avec son premier one-woman show. Bérangère Krief est une habituée des salles, il s'agit de son 3e one-woman show. Le thème de celui-ci, c'est le sexe, alors interdit aux moins de 16 ans. Et enfin, chaque année, nous avons à cœur de vous faire découvrir un humoriste de la scène montante. Cette année, il s'agit de Marc Tourneboeuf, star d'Instagram. Et voilà, nous vous avons dévoilé notre programmation. Il nous reste encore quelques informations à vous donner, notamment sur notre club des spectateurs. Et je vois qu'on a quelques habitués ici, donc je suis ravie. Cette saison, nous avons lancé le « Tu l'as vu », afin que nos salles ne soient pas qu'un lieu de passage, mais aussi un lieu de partage. Nous organisons des échanges chaque trimestre autour des spectacles vus dans nos salles. Le dernier de cette saison aura lieu demain de 10h à midi en salle Maubert. Il faudrait s'inscrire parce que si vous venez tous, ça va être un peu serré. Et cette idée du club des spectateurs, on l'a un petit peu empruntée à nos amis de la médiathèque avec leur club des lecteurs. Donc il est temps que je leur passe la main. Alors, pour les médiathèques, je ne vais pas être très longue, mais le soir, je vais au spectacle et en journée, je travaille en médiathèque. Donc, on vous propose une programmation qui tient sur le Sapristi, ce petit journal trimestriel d'information. On propose à peu près 300 rendez-vous par an avec un fil rouge. Donc, cette année, c'était le Japon, toute l'année. Et puis, le fil rouge de l'année prochaine, ça sera l'eau. Donc, on proposera des animations autour de l'eau dans tout le réseau des médiathèques. Donc, pour rappel, 9 médiathèques. Les prêts sont gratuits et les animations sont gratuites aussi. Les temps forts du réseau, ce sera le mois du film documentaire qui sera consacré cette année. Donc, il y a une thématique nationale qui sont les métamorphoses cette année. Ensuite, nous aurons notre cycle habituel de littérature animé par Gérard Gingembre autour de la figure d'un monument français, Victor Hugo. 2 conférences d'histoire de l'art autour de femmes artistes, une conférence sur Camille Claudel et une autre sur les femmes artistes à la Belle Époque. Et puis enfin, notre dernier cycle sur la philosophie, donc 3 conférences, 3 ateliers autour de la thématique de la guerre et de la paix, thématique affreusement d'actualité. Les 3 philosophes qui vont accompagner cette thématique donc, seront Ernst Jünger, Jean Jaurès et Hans Jonas. Voilà. Et pour finir, notre rendez-vous national autour de la nuit de la lecture, on accueillera un spectacle de la compagnie Pyramide qui va faire donc Ballet Bar, qui est programmé au théâtre. Et la veille, à la médiathèque, on aura 2 danseurs qui vont danser dans les rayonnages. Donc voilà, ce sera le samedi 24 janvier, Danse avec les livres. Et puis comme la thématique de l'année, c'est l'eau, on fera un bar à soupe autour des bouillons, je pense. Voilà.
Voilà, c'est presque fini. Encore un tout petit peu de patience pour vous donner surtout les dates importantes. Alors, ne courez pas, ne vous arrachez pas les cheveux, vous inquiétez pas, vous aurez des places pour nos spectacles. Surtout, courez par contre après. La billetterie sera ouverte en salle Viking si vous voulez prendre des places et si vous avez déjà fait vos petits abonnements. Je vois des gens avec coché toutes leurs feuilles. Donc courez-y, mais ne vous faites surtout pas mal. La deuxième date à retenir, c'est le 15 juillet, qui sera la date d'ouverture des ventes en ligne sur notre site internet. Je précise que la présentation de saison sera aussi disponible en ligne grâce à notre caméraman ce soir, Igor, que je vous demande d'applaudir. La troisième date importante, c'est l'ouverture du guichet le 6 septembre au Théâtre Yolande-Moreau et au Centre culturel Guy Gambu. Et nous serons exceptionnellement cette année au village des associations des Andelys, de Passy, de Vexin et de Vernon. Et pour finir, j'aimerais remercier toutes les personnes sans qui cette soirée n'aurait pas pu être possible. La première personne que je voudrais remercier, c'est Anissa, propriétaire de la boutique de l'essence du décor à Vernon, qui nous a fait ce magnifique décor. Merci beaucoup, Anissa. Un grand merci à Malvina Viers, professeure de théâtre et notre petite metteur en scène ce soir pour la présentation. Et merci à toute l'équipe des théâtres, sans qui ce ne serait pas possible, parce qu'un théâtre, ce n'est pas une scène et des projecteurs, c'est une équipe, une vraie, sans qui rien ne fonctionne. Rien ne se joue sans les techniciens. Pas de lumière, pas de son, égale pas de magie. Merci à Stéphane, notre directeur technique, à Steve aux lumières ce soir, et Aurélie, régisseur et régisseuse généraux de... Régisseurs et régisseuses généraux de nos deux belles salles, Saïd, notre nouveau technicien lumière, et tous nos intermittents, dont Julien ce soir au son. Rien ne se joue sans celles et ceux qui vendent les billets, accueillent le public et gèrent les salles. Merci à Clémence, Nadège, Corinne, Pascal, Corinne et tous nos vacataires. Rien ne se partage sans la communication qui fait vivre nos projets à l'extérieur et donne envie aux gens et vous donne envie à vous. Merci à Mélanie, Clémence qui est tout en haut et Élise. Rien n'avance sans l'administration qui rend possible tout ce qu'on imagine. Merci à Emeline, notre directrice des théâtres, et à Lucie, son adjointe. Rien ne respire, rien ne tient debout sans les agents techniques et l'équipe d'entretien qui prennent soin des lieux, de toutes nos salles et de tous les visiteurs. Merci à Lotfia, Choura, Betty, Jean-Marie, Bertrand, Sébastien et James. Et enfin, rien ne se crée dans la programmation sans nos 5 personnages hauts en couleur qui font venir des magnifiques artistes chaque saison. Merci à Cathy, Emmanuel, Mélanie, Maïté et Christophe. Tu vas pleurer ? Elle est à 2 doigts de pleurer, on va finir très rapidement. Et merci également à notre nouveau directeur de la culture, Stéphane Dubois, pour sa confiance. Et enfin, merci à vous, public.